famille de cœur, c'est les liens que nous avons construits durant cette campagne des élections législatives. Mohamed et moi sommes particulièrement émus de vous accueillir au cœur de nos quartiers, dans notre local de campagne qui est chargé d'histoire et où pourrait se construire une nouvelle page d'histoire pour tous ses habitants et pour toute la France. Oui, une nouvelle page qui sera écrite par ses habitants qui, comme nous le leur demandons, se rendront aux urnes dimanche pour rappeler que l'on veut une Assemblée nationale à l'image d'un peuple riche de ses différences sociales, culturelles et culturelles. Enfant de ce peuple de France, j'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence de presse aujourd'hui ici. Ici, dans les quartiers nord de Marseille, qui cristallisent, hélas, tant de préjugés, mais qui, fiers de leur diversité, se dresseront ce dimanche contre la haine et l'adversité. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui arpentent les rues, les cages d'escalier, les places publiques à nos côtés depuis quelques semaines et qui, malgré la fatigue, continuent le combat. À eux, je leur dis « Hasta la victoria, siempre ». Si. Yeah. Je tiens tout d'abord à remercier et je tiens également à remercier nos amis de Marseille et d'ailleurs qui se mobilisent autour de nous, ceux qui dans le public et ceux qui sont autour de cette table. Maxime Combe, porte-parole d'Attaque, Kevin Vacher, fondateur du mouvement de Nos Vies, Nos Voix, Christian Bruschi, fondateur du mouvement Réinventer la gauche, Jérémy Baki, sénateur PCF, Sébastien Barle, élu ELV. Le maire de Marseille assure tout son soutien, même s'il n'est pas présent ici aujourd'hui. Et pardon à tout ce que j'oublie. Je tiens aussi à remercier Daniel Obono, qui a fait sa superbe réélection. Daniel qui a fait sa super réélection au premier tour. Donc c'est vraiment possible que nous puissions gagner. Est venu nous supporter et nous apporter tout son soutien. Que dire à mes camarades de la NUP ici présents et qui défendront dimanche prochain un certain projet de société inclusif et solidaire. Alors je dis Manu, Mohamed, Alexandre, Kalila, Hendrik, Farida, je présente des excuses parce qu'elle n'est pas là, elle est au travail. Mes amis, Sébastien, Caroline, oui. Je vous dis bon vent à nous et que la réussite soit au bout. Alors accueillir ici, dans nos locaux de la Rose, dans nos quartiers, cette conférence de presse est lourde de sens et de symboles, alors que la gauche et l'écologie sont opposées au Rassemblement national. Sébastien Delogu, Farida Amadi, ainsi que Mohamed Ben Saada et moi-même sommes conscients de la lourde responsabilité que nous avons en portant la flamme de cette gauche unie et triomphante face à l'extrême droite. Cette unité est républicaine parce qu'elle porte en elle les valeurs de liberté, d'égalité
et de fraternité que le Rassemblement national et consorts piétinent allègrement. Oui, nous défendrons ces valeurs contre toutes les phobies surmédiatisées ces dernières années et qui nous mènent au chaos. À cela, nous opposons un programme érigeant le progrès social et les enjeux du changement climatique en dogme. En effet, fort de ces 650 propositions pour changer la vie à court et à moyen terme, la NUP est une alternative à la politique libérale agressive conduite par Emmanuel Macron depuis ces 5 ans. J'en appelle donc à toutes celles et tous ceux qui ont confiance à la démocratie à nous rejoindre pour mettre un terme à cette gabegie. J'appelle mes voisins des 13 et 14 arrondissements à se mobiliser afin que nous, enfants des quartiers, puissions défendre au sein du groupe parlementaire de la NUP les projets qui proposent une amélioration tangible de leurs conditions de vie. Mohamed Ben Saada, tu en as la force. Mohamed Ben Saada, tu en as le talent. Et moi, j'œuvrerai à tes côtés afin que le lien que nous avons construit avec vous et renforcé ces dernières semaines perdure et nous nourrisse au quotidien durant ces 5 années prochaines. Cela ne pourra pas se faire sans vous, vous tous. Mais cela pourra aboutir avec vous tous. Je vous remercie de votre attention. Et je vais laisser à présent mes camarades vous présenter les grands enjeux de ces élections. On va commencer par la question de la mobilisation des quartiers populaires avec Kevin Baché, s'il est là. Je n'avais pas vu Kevin, tu étais derrière, tu t'es caché. Kalila Sevin et Daniel Obono. Allez, Kevin, à toi la parole, je te laisse. Kevin est souvent, je peux enlever les deux. Mes chers amis, mes chers camarades, chers journalistes, je suis particulièrement heureux d'être là pour cette conférence de presse des candidats de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, particulièrement parce qu'elle se tient à la Rose ici, autour de Bénédicte et Mohamed, qui sont un enjeu assez particulier pour nous. Évidemment, à cause de la présence du Rassemblement National face à nous. Rassemblement National qui, vous le savez, dans ce territoire-là, pendant 6 ans, a dominé cette mairie de secteur et a fait autant de mal qu'il était possible en refusant systématiquement de rénover les logements sociaux, en attaquant systématiquement le tissu associatif, en montant les uns les unes contre les autres, nos voisins et nos voisines, entre noyaux villageois et quartiers populaires. Samy est ici pour en témoigner, il a bataillé pendant ces 6 années-là durant contre Stéphane Ravier, il a bataillé contre cette mairie Front National. Aujourd'hui, c'est toi, Mohamed, c'est toi, Bénédicte, qui menez cette bataille ardemment, qui est importante pour nous toutes et tous. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. Je suis là également parce que l'enjeu particulier qui se joue ici à Marseille, c'est de montrer cette histoire de la Nouvelle Union Populaire dans toute sa splendeur. Et notamment la splendeur des quartiers populaires. Et ce que nous, en tant que militants du mal logement, des quartiers, de la démocratie réelle, ce combat qu'on a porté depuis des décennies, ce que nous avons emporté à cette Union Populaire. Mohamed en est une des incarnations fortes. Moi, j'ai quasiment appris à militer à ses côtés. Lorsque je suis arrivé à Marseille en 2008, je l'ai rencontré un an plus tard dans de très beaux combats au sujet de la rénovation urbaine à Picon-Busserine, juste à côté de la circonscription, dans la tienne, Sébastien. Et nous avons ensemble, avec Karima, avec Soraya, avec d'autres, avec Ahmed,
ici présents, mené de beaux combats avec les locataires, avec Sid, à qui je souhaite dire un petit mot, qui a disparu l'année dernière, et Majid. Et nous avons emporté ces combats. C'est donc un territoire de victoire, ici, un territoire de victoire des quartiers populaires, et la nouvelle Union populaire écologique et sociale va porter ces victoires encore plus haut. Je crois que les 5 candidats que nous avons portés au second tour ont 5 personnalités, 5 trajectoires, 5 histoires qui viennent d'ici et d'ailleurs, des forces politiques et du monde associatif qui incarnent à merveille cette nouvelle Union populaire. Je me souviens d'avoir connu Sébastien dans la campagne de 2017, juste après, lorsqu'il se retroussait les manches avec ses voisins et voisines pour aller rénover des écoles. Là où l'État n'était plus, ils et elles sont allés eux-mêmes montrer que des solutions étaient possibles. Je me souviens de Manu, on s'est connus il y a un an maintenant, avec des débats parfois ardus sur les enjeux électoraux de la période, et qui a su mener une très belle campagne ces 2 derniers mois sur notre circonscription, et emporter, enfin quasiment emporter, en tout cas faire un score admirable dans sa circonscription. Je me souviens d'Alexandre, que j'ai connu aux élections municipales, qui a été un allié, on n'a pas toujours été d'accord, mais qui a été un allié pour proposer des pratiques démocratiques et citoyennes différentes dans cette ville qui en avait bien besoin. Je me souviens évidemment d'Hendrik, qu'on s'est connu il y a une dizaine d'années, comme militant contre le racisme, militant contre la guerre, ancien militant d'attaque, militant lui aussi syndicaliste, qui, avec son expérience de chercheur en écologie, est capable de porter une vision du changement climatique rationnelle, est capable de la vulgariser systématiquement et de rendre ça sexy, parce que oui, c'est pas très sexy en général le changement climatique. Hendrik en est capable et me l'a appris. Et puis je me souviens donc de Mohamed et de nos combats communs extrêmement importants. J'ai souvent l'habitude de dire que on connaît, entre autres choses, comme ayant été l'un des animateurs et animatrices des mobilisations sur le logement après le 5 novembre, mais que ce dont on se souvient à cette période-là, cette cristallisation politique et sociale qui a été celle qui nous a toutes prises et pris à Marseille, cette cristallisation-là venait de très loin. 5 jours après les effondrements, je me suis retourné vers mes vieux amis du syndicat des quartiers populaires de Marseille, dont faisait partie Mohamed, et j'ai retrouvé là une famille bien plus large. Dans le centre-ville de Marseille, à Noailles, on s'est retrouvé entouré d'une solidarité incroyable, des acteurs et des actrices de terrain qui avaient mené le combat des quartiers populaires depuis très longtemps. On n'aurait jamais réussi à mener la mobilisation victorieuse qu'on a menée, on n'aurait jamais réussi à faire basculer la ville de Marseille et construire une union populaire à cette image-là si il et elle n'avaient pas été là. Je me souviens de Mohamed et d'autres qui sont venus tout de suite à Noailles en venant nous apporter leur expertise sur le logement indigne, en venant nous apporter leur regard sur l'insalubrité, l'insécurité des immeubles, question qui avait été soulevée depuis très longtemps, souvent en silence dans les cités HLM des quartiers nord. Très souvent en silence. On était très peu nombreux et nombreuses à alerter sur ces sujets-là, comme en centre-ville par ailleurs. Ils sont venus avec leur force et on s'est retrouvé là une grande famille qui s'était déjà réunie quelques années auparavant, notamment en 2013 autour des questions de criminalité organisée, notamment en 2011 autour de la rénovation urbaine avec le collectif Interquartier. On avait combattu ensemble, on avait déjà créé des alliances, des ponts entre quartier nord et centre-ville autour du festival Parole de Galère, un festival d'éducation populaire où on avait opposé à la machine de guerre, au bulldozer de Marseille, capitale de la culture, une vision populaire de la culture. Vous voyez, on a embrassé dans les quartiers populaires des sujets extrêmement différents. Des sujets extrêmement différents, porteurs. Non, on ne s'est pas contenté d'être ces militants qu'on met sur le haut de l'affiche pour montrer que, oui, il y a des prolos et des personnes racisées qui sont capables de faire de la politique. Non, on n'a jamais attendu que qui que ce soit nous donne la parole. On a construit des collectifs, on a construit le syndicat des quartiers populaires, on a construit Quartier Nord, Quartier Fort, ensemble pour porter cette voix. On ne doit qu'à nous-mêmes le fait d'avoir su porter cette voix. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux que la nouvelle Union populaire soit capable d'embrasser cette voix et de l'accompagner. Mohamed va porter ses expériences marseillaises à très haut niveau, j'en suis absolument certain. Puis si jamais il rentre au gouvernement, Bénédicte va les porter avec tout autant de qualité. On sait jamais. Et je vais terminer là-dessus. Je leur souhaite un bon courage, non pas parce que la tâche est ardue, je vous souhaite un bon courage parce que derrière vous, vous avez des militants et des militantes qui vont vous foutre une pression. Et les gars, ça va être dur pour vous, mais on va y arriver. Merci. Khalida, à ton tour, je te laisse la parole. Merci. Donc merci Kevin, merci à toutes les personnes présentes.
Je vais commencer juste par un exemple concernant les services publics. Donc, vous savez qu'actuellement, la Poste prévoit 30% de suppression des emplois dans des quartiers populaires, ce qui signifie un nombre de tournées réduite, ce qui signifie aussi que la livraison des collines sera plus assurée. Et c'est vraiment inadmissible d'avoir toujours une baisse de ces services publics, surtout dans les quartiers populaires, là où il y en a le plus besoin. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On parle souvent en France des déserts médicaux. Qu'en est-il à Marseille, de la deuxième ville de France, où on nous annonce que les urgences risquent de fermer cet été? Cela fait des années que nos députés se battent pour mettre de l'argent dans l'hôpital public. Des années, bien avant la crise du Covid. À l'époque, on avait eu la réponse d'Emmanuel Macron, il n'y a pas d'argent magique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces affiches, il n'y a pas d'argent magique. Tout d'un coup, dans la crise du Covid, il nous a annoncé qu'il y avait de l'argent magique. Et on se retrouve dans quelle situation? On se retrouve dans une situation où il y a encore des fermetures de lits. Il risque d'y avoir des fermetures d'hôpitaux, d'urgence, que ce soit à Paris, la capitale de la France, à Marseille, la deuxième ville de France. Donc ne parlons pas d'ailleurs, ne parlons pas des territoires un petit peu plus excentrés. Et toujours cette maltraitance des soignants. Il faut bien penser que les personnes qui travaillent dans le service public, c'est pour être au service de la population. C'est un choix qu'ils ont fait, un choix de vie pour être au service. Ils n'ont pas à être maltraités. Ils ne devront jamais être maltraités. On peut parler des services publics aussi. Là, on est en période d'élection. On se rend tous compte que parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'aller faire une procuration. Pour faire une procuration, même si les choses sont simplifiées, on peut le faire sur Internet, mais il faut quand même aller au commissariat. Aller au commissariat, on sait comment ça se passe. C'est de 3 à 6 heures d'attente selon les commissariats qui ne sont pas ouverts la nuit. Que proposons-nous? Nous proposons de réinvestir dans de la police de proximité, dans des commissariats de proximité. Réinvestir avec des commissariats avec des horaires d'ouverture élargis et au service de la population. Mais pour tous les services publics, on peut reprendre chacun des services publics, on se retrouve qu'il y a eu une baisse d'investissement inadmissible. On n'est plus dans la politique de service, c'est vraiment dans la politique de rendement. Est-ce que les postiers sont rentables? Est-ce qu'ils devront ramasser les trottinettes? Est-ce que les soignants sont rentables? On se rend bien compte que parfois, quand il manque un soignant, ils font quand même le job. C'est-à-dire, s'ils sont 5 au lieu de 10, ils vont quand même faire le travail. Que fait le gouvernement? Il se dit, bah tiens, ça fonctionne avec 5. Pérennisons à 5. Et là, s'il manque une personne, c'est tout le service qui se casse la gueule. Donc, réinvestissons vraiment dans nos services publics. Et aussi, en particulier, dans le service public de la culture. Tout est une question, maintenant, de gain d'argent, de toujours rentabiliser. Est-ce que la culture, c'est quelque chose qui doit être rentable? Ou est-ce que la culture, c'est une expression publique aussi? Donc, réinvestir dans tous ces services publics, dans les services publics, que ce soit de la santé, les services publics de proximité, les services publics de la police, les services publics de la culture. Réinvestir dans l'école, dans tous ces types d'aide à la personne aussi. On voyait bien aussi qu'on a de plus en plus besoin de l'aide à la personne avec une population vieillissante pour le maintien de vie dans les logements plutôt que dans les EHPAD. Est-ce normal de ne pas payer ces personnes qui aident nos personnes âgées? Non, pas du tout. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment une politique pour le service public, il faut vraiment voter pour le programme de la NUPS. Depuis 5 ans, nous avons Emmanuel Macron qui nous promet qu'il va y mettre de l'argent, qui nous promet qu'il va tout régler. Il n'a rien fait. Là, à nouveau, il promet qu'il va tout régler. On ne sait pas comment et on ne le croit plus du tout. Donc vraiment, il faut envoyer une majorité de députés de la NUPS à l'Assemblée nationale pour que le programme au service du peuple soit vraiment appliqué. Merci. Bravo. Daniel, je te laisse à toi l'honneur. Viens nous faire rêver. On a besoin. On se bat, mais on a besoin de vitamine. Bonjour à tous et toutes. Je ne sais pas si je vais vous faire rêver, mais en tout cas, vous apportez mon plein soutien, très chaleureusement. Je suis très heureuse d'être là, en famille, à tous les sens du terme, et pour soutenir l'ensemble des candidats et candidates de la nouvelle Union populaire à Marseille, et en particulier, effectivement, Mohamed et Bénédicte, en tant que
nouvelle réélue de la future mandature. J'espère que je serai bientôt rejointe et qu'on sera avec Alexis Corbière, Sophia Chikirou et Sarah Legrain, qui ont été également réélus et élus au premier tour, qu'on sera bientôt rejoints par vous tous et toutes à l'Assemblée nationale, parce que c'est l'objectif d'être majoritaire, d'être 289, parce que c'est nécessaire, ça a été dit, ça a commencé à être dit. Le pays ne survivra pas, en tout cas les millions des nôtres, notamment dans les quartiers populaires, ne survivront pas à 5 années de plus de la Macronie, et nous ne permettrons pas que cela se produise. Et surtout parce que ce que nous avons déjà accompli, je crois, avec la constitution de la nouvelle Union populaire, après la fantastique campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et ce score historique de 22%, a déjà changé les choses, a déjà changé le rapport de force. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, parce qu'on on a tous été ces dernières semaines un peu la tête dans le guidon, mais nous avons structuré tout le champ du débat politique ces dernières semaines. C'est autour de nous que se sont faites les discussions et l'ensemble des attaques. C'est vrai qu'on a eu le droit à tout le panel possible, des caricatures, des amalgames les plus grossiers, les plus ridicules aussi, des chars russes, voilà, à Mélenchon qui mange des enfants. Mais ça dit à la fois la réussite de cette campagne depuis la présidentielle et puis le premier tour de la législative, c'est-à-dire leur peur qu'on y arrive, et donc le potentiel qu'on y arrive. Et pour appuyer ce qui a été dit sur l'enjeu en particulier dans les quartiers populaires, moi je suis réélue donc du 18e et du 19e arrondissement de Paris, c'est le nord-est parisien. Ce sont des quartiers aussi très très populaires qui connaissent les réalités qui ont été décrites ici, des abandons de l'État, des services publics, avec une politique notamment particulièrement pernicieuse sur la dématérialisation, qui est en fait un obstacle supplémentaire au droit, à l'accès au droit. On renvoie les gens à Internet parce qu'on ferme les guichets et on prétend que tout le monde est devenu autonome, mais c'est en fait une individualisation de ce qui est au cœur du service public, c'est l'accueil, c'est l'accompagnement des personnes. Et c'est un désastre absolu pour toute d'énormes catégories de population, notamment les plus vulnérables. J'en parle parce que c'est une question que j'ai portée pendant la campagne, et je pense que ça fait écho partout en France, que ce soit à Marseille, mais aussi dans les campagnes, dans l'arrière-pays, cette question de l'accès aux droits fondamentaux de toute la population. Et c'est une des premières mesures que je compte porter, et je crois que la majorité de la nouvelle Union populaire portera, cela a été dit, sur la réouverture des services publics et l'accueil des populations qui sont ces services publics, le maillon fondamental du quotidien, en même temps également que les associations et le travail des associations qui seront enfin libérés justement de cette délégation de services publics qu'on leur fait faire sans les moyens, et qui pourront véritablement se consacrer à leur propre projet et non pas se retrouver à faire la politique de service public à bas coût en étant délégués par l'État. Ça, c'est un des exemples des problématiques qui, au cours des 5 dernières années, ont été portées par les habitants de ma circonscription, autour bien sûr des questions de logement qui sont 80% des demandes qu'on reçoit quand on fait des permanences parlementaires portent sur le mal logement, la difficulté d'accès au logement, que ce soit les questions de l'école. Je sais que ce sont des thématiques qu'en tant que militant, qu'en tant que syndicaliste, qu'en tant que citoyen et citoyenne, ici aussi à Marseille et parmi nos candidats et candidates, vous avez porté. C'est précisément de ce type de députés dont on a besoin à l'Assemblée nationale pour gouverner ce pays, mais d'une manière différente de ce qui a pu être fait. Et c'est là aussi ce qui est historique dans cette élection, cette histoire qu'on peut écrire dimanche, parce que celles et ceux qui seront élus, celles et ceux qui sont là aujourd'hui,
sont des premières personnes concernées, ont été et sont aujourd'hui les premières personnes concernées par toute la casse, par toutes les destructions, et qui ont été au premier rang des résistances localement et également nationalement. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Voilà, quand nous parlons du logement indigne, quand nous parlons des écoles qui tombent littéralement en miettes. Et nous savons aussi comment est-ce qu'on peut s'organiser et s'auto-organiser pour y remédier, comment mobiliser la population, et pour nous ce sera un élément fondamental pour mettre en œuvre notre programme. Ça se fera avec les gens, parce que de toute façon on aura besoin de ce rapport de force-là face à toutes les forces qui s'y opposeront, et on sait qu'elles seront nombreuses. Et donc c'est fondamental d'avoir des députés de ce type-là, des députés qui sont ici, comme ce que nous avons un peu représenté à 17, avec une aide-soignante, Caroline Fiat, un journaliste, une bibliothécaire, moi-même. Et vous avez, avec ces candidats et candidates, un panel de toute la société, de toutes les conditions, de toutes les cultures, qui est représentatif, pas simplement comme un espèce d'échantillon de sondage, mais de cette réalité-là au quotidien. Et c'est de cette trempe-là de parlementaires dont on va avoir besoin, parce que ce que nous donnons comme objectif, c'est effectivement de gouverner ce pays, c'est de répondre à cette urgence sociale qui aujourd'hui prend à la gorge des millions et des millions de concitoyens et concitoyennes, et ici je pense en particulier dans les quartiers nord, pour remplir un caddie, pour finir même pas les fins de mois en fait, les débuts de mois pour commencer le mois. C'est pour faire face à cette urgence écologique dont nous allons sentir et nous sentons cette semaine à travers les vagues caniculaires qui ne sont plus exceptionnelles, qui vont devenir le quotidien, mais qui signifient aussi dans les quartiers populaires en fait que ce sont les habitants et les populations les plus précaires, les plus mal logés, qui subissent les pollutions atmosphériques, etc., qui sont déjà les plus impactés par ce changement climatique. Et il va falloir énormément de volonté, il va falloir une vision que nous portons pour y faire face. Et puis, face à cette urgence démocratique, il y a déjà l'enjeu de dimanche, parce que ce sont les nôtres, c'est la jeunesse, ce sont les classes les plus populaires qui peuvent faire la bascule, qui peuvent véritablement faire l'histoire ce dimanche, si ces millions de personnes s'emparent du bulletin de vote pour la nouvelle Union populaire. Véritablement, ce serait, et je pense que on l'a dit et on le dit beaucoup, pour nous, la question de la participation populaire, ce n'est pas simplement celle qui est à travers l'élection, c'est celle pour gouverner. Voilà pourquoi notre campagne a été, et je n'en doute pas, comme ça a été le cas dans ma circonscription, ici aussi, une campagne de terrain où on va chercher les votes un après l'autre. C'est un élément fondamental de notre vision de gouvernement, de notre stratégie aussi pour une nouvelle République, où les citoyens et les citoyennes ne sont pas simplement convoqués aux urnes tous les 5 ans, mais sont véritablement des citoyens et citoyennes actifs, avec du pouvoir, avec les moyens de révoquer leurs élus, avec aussi, dans leur lieu de travail, du pouvoir sur leur propre outil de production. Donc c'est une vision intégrale de la démocratie que nous portons, et ça commence ce dimanche en faisant basculer le vote. Les réserves, elles sont inépuisables de ce côté-là, et c'est à elles que nous faisons appel dans ce moment. Si le peuple s'y met, tout peut véritablement changer. Voilà quelques mots d'encouragement et d'appel à mobilisation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai très hâte que lundi prochain nous nous retrouvions tous et toutes à l'Assemblée, que nous nous mettions au travail, parce que moi je crois que c'est possible effectivement d'être majoritaire lundi. Ça ne tient qu'à nous, alors allons-y, bon courage, bonne chance, et à dimanche pour la victoire. Merci Daniel, merci. Oui, notre monde est possible. Je vais donner la parole à Jérémy Baki, sénateur du Parti communiste français, qui nous a soutenu tout au long de cette campagne, tout au long des opérations que nous avons organisées. Tu as été présent. Merci.
Je vous laisse la parole. Merci Bénédicte. Bon, je vais être très court, j'avais pas prévu de dire un mot. On m'a dit est-ce que tu peux venir pour soutenir? Très bien, très volontiers, mais je vais dire un mot. Ça a été dit avant moi et très bien, donc j'y reviens pas, mais quand même 2 mots. Je crois qu'on a une chance historique aujourd'hui dans le pays de pouvoir faire basculer les choses, de pouvoir mettre fin à des années d'austérité et pas simplement au cours du dernier quinquennat. Ça remonte malheureusement bien plus en amont. Et de pouvoir enfin avoir une politique nationale qui part du besoin des gens et non plus de ce qu'il y aurait potentiellement dans les caisses de l'État pour répondre aux besoins. Et donc, je crois qu'il y a un changement de paradigme là assez fort qui est porté par les candidates et les candidats de la NUPES. On le voit sur Marseille avec ces profils extrêmement différents, mais animés par la même volonté de pouvoir faire évoluer les choses, à la fois localement, parce que c'est des points d'appui locaux pour les politiques locales, mais aussi nationalement, parce que l'ambition, elle est là, c'est de pouvoir porter une majorité à l'Assemblée nationale. Je reviendrai 2 mots aussi sur l'enjeu particulier de la 3e circonscription, parce qu'il y a ici un véritable danger de voir l'extrême droite pouvoir l'emporter. Et je dirais que j'ai la malchance de savoir ce que ça fait que de voir des élus d'extrême droite marseillais, notamment Stéphane Ravier au Sénat, et le discours qu'il porte, heureusement, il est assez isolé, mais on l'a vu lors de la précédente mandature à l'Assemblée nationale, et on voit ce que pourrait être, malheureusement, un groupe renforcé de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Ici, sociologiquement, politiquement, l'extrême droite n'est pas majoritaire. Ce qui est majoritaire, c'est la gauche, c'est les idées de progrès, les idées humanistes, les idées de solidarité. Et c'est à ça qu'il faut qu'on aille s'atteler dans les jours, dans les heures à venir pour convaincre toutes celles et tous ceux, trop nombreuses et trop nombreux, qui ne sont pas allés voter au premier tour et qui, malgré tout, partagent nos ambitions et nos valeurs communes. Et c'est à toutes ces personnes que je veux m'adresser aujourd'hui. Vous avez la possibilité de reprendre les choses en main. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le martèle dans les 3 jours qui nous restent pour pouvoir faire en sorte que Mohamed Bénédicte puisse être élu à l'Assemblée nationale dès dimanche soir. Enfin, je voudrais, et c'est pas commun ici, mais m'adresser plus particulièrement à l'électorat de La République en marche, des Républicains. Celles et ceux qui, en 2020, étaient venus m'interpeller en disant « danger du Rassemblement national » alors que j'étais candidat ici, au municipal. Il faut que vous vous retiriez, monsieur Baki. Rappelez-vous, ça avait fait débat. Il faut que vous vous retiriez. Parce que nous partageons au moins une vision, celle de la défense de la République. Et du jour au lendemain, parce que c'est nous qui serions en position d'être élus, nous ne serions plus des Républicains. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Et donc je m'adresse aujourd'hui aussi à ces électeurs-là. Ne vous laissez pas berner. J'ai vu que d'ailleurs la maire de secteur avait fait un appel, et c'est une bonne chose, à soutenir les candidatures de Mohamed et de Bénédicte. Mais je m'adresse à ces électorats. Ne vous laissez pas berner. Aujourd'hui, les vrais républicains sont ici. Aujourd'hui, le camp du progrès est ici. Et il n'est pas question pour qui que ce soit de faire le jeu de l'extrême droite, sinon à le payer très cher et à être marginalisé. Alors il nous reste 3 jours, mes amis, mes camarades, pour pouvoir convaincre massivement sur la 3e circonscription, mais aussi sur la 4e, ce qui est déjà en partie fait, mais pour continuer à accentuer peut-être même cette victoire du premier tour, sur la 5e, sur la 2e, sur la 2e, j'ai eu un doute, excuse-moi, mais aussi sur la 7e et les autres circonscriptions hors Marseille. J'oublie pas Lucas Trottmann, j'oublie pas Marina Mesure, Christophe Caillot notamment sur la 16e circonscription, qui ont aussi de belles victoires à construire d'ici dimanche soir. J'ai l'intime conviction que nous allons y arriver, toutes et tous ensemble. En tout cas, restons mobilisés et bravo pour tout ce que vous faites. Merci pour ce message d'espoir. Nous allons donc aborder la 2e partie de cette conférence de presse. Et nous allons parler donc des enjeux liés à la mobilisation des jeunes. Et avant de donner la parole à Maxime Combe, Pauline Tournier, Alexandre Rupnik et Mohamed pour finir, je vais donner la parole à Sébastien Barle qui lui aussi nous a beaucoup soutenus durant
cette campagne. Il a été très très présent à nos côtés. Merci Sébastien, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis très fier aujourd'hui, comme Jérémy, je ne m'attendais pas à prendre la parole, mais je suis très fier effectivement de soutenir, d'être ici pour soutenir d'abord effectivement Mohamed et Bénédicte sur un secteur qui est compliqué, qui a été tenu par l'ERN. Donc il y a un vrai enjeu, je crois, d'abord aujourd'hui de faire ce barrage-là et de soutenir plus globalement l'ensemble des candidats, les 5 candidats qui restent en liste sur Marseille. Marseille qui a porté en tête, largement en tête, les candidats de la NUPES au niveau de la ville avec un tiers de l'électorat, ce qui est très bien, ce qui est aussi nouveau, je crois. En tout cas, c'est un renouveau pour Marseille. Et je vais vous dire quelques mots donc peut-être sur la question écologique, sur l'enjeu de placer les candidats, enfin le plus de députés NUPES et d'avoir une majorité, espérons-le dimanche à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs enjeux, mais je crois que d'abord c'est l'enjeu d'une vraie rupture avec cette écologie des discours, cette écologie du blabla, cette écologie de l'inaction qui a été le cas depuis plusieurs années, en tout cas sous le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a cette nécessité d'abord de rompre avec les lobbies. Je pense que c'est ça la première rupture qu'il faut faire. Et je ne doute pas de mes amis qui seront députés de Marseille, mais de l'ensemble des candidats NUPES, de provoquer cette rupture avec les lobbies, de faire en sorte qu'on ait un vrai pôle d'expertise juridique, qu'on arrête la capture scientifique et réglementaire des lobbies à laquelle vous assistez, je pense, en tant que parlementaire régulièrement. Donc ça, il faut absolument qu'il y ait cette première rupture pour placer la question écologique au cœur de l'agenda politique. Il y a également le fait de pouvoir batailler pour arrêter les grands projets inutiles. Et on en a chez nous, on en a à côté de Marseille, de très grands, de très odieux et de très caricaturaux. Je pense au contournement autoroutier d'Arles, je pense au bétonnage de la plaine de Durance. Pas loin d'ici, on a écrit récemment une lettre ouverte à Martine Vassal avec Manuel notamment et d'autres figures associatives. Aujourd'hui, en fait, ils souhaitent bétonner 87 hectares de terres fertiles, de terres agricoles qui donnent du blé, avec une situation de conflit d'intérêts patente du maire local. Je crois que réellement avoir des députés locaux qui portent ces batailles, qui mènent ces batailles contre l'artificialisation des sols, c'est essentiel pour le territoire, pour défendre la question écologique. C'est essentiel également d'avoir des députés qui demain mèneront la bataille contre le tourisme de masse et notamment le croisiérisme. Je pense à toi, Sébastien, dont une bonne partie des habitants du 15-16 sont impactés par les pluies de particules fines. Ce sont les seules retombées pour les habitants des quartiers nord. Anifa également, je sais que tu as mené cette bataille et combien tu mènes cette bataille. Donc je crois réellement qu'il faudra cesser le croisiérisme en Méditerranée, notamment mener cette bataille au niveau du Parlement, au niveau de l'ONU également. En tant que parlementaire, je ne doute pas que vous mènerez cette bataille qui est essentielle. Et puis, parce que l'écologie à Marseille est nécessairement sociale et populaire, il faut que la question énergétique, je pense à la question de la rénovation de nos bâtiments, et nous, nos bâtiments, c'est des grands ensembles ici, enfin autour de ces quartiers, mais c'est également l'habitat ancien qui est dégradé avec des personnes qui vivent en situation de précarité énergétique. Il faudra qu'on mène une bataille pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis je pense que, parce qu'on est une terre d'expérimentation Marseille, qu'il y a des groupes qui travaillent depuis des années ces questions, la question de la sécurité sociale alimentaire est une question essentielle. Il faut qu'on arrive à retisser ces liens autour de l'alimentation, ce lien de solidarité premier, et qu'on crée en fait un vrai droit, un vrai accès universel à une alimentation de qualité pour tous. Je pense que c'est une des nouvelles batailles, un des nouveaux chantiers du progrès social et du progrès écologique que l'on souhaite mettre en place. En tout cas, voilà, je ne doute pas de la nécessité d'avoir le plus de députés NUPES à Marseille, 5 députés NUPES à Marseille demain, et que ceux-ci porteront ces enjeux-là. Merci. Voilà, nous nous rendons bien compte que la NUPES, ce n'est pas une vue de l'esprit et que cette nouvelle union populaire, écologique et sociale est vraiment un apport. Et on comprend parfaitement avec l'intervention de chaque camarade, chaque parti qui est intervenu. Nous avons besoin des uns et des autres pour mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, pour mettre l'humain vraiment au cœur des partages que nous pouvons faire. Donc je vais appeler donc Maxime Combe qui a... Voilà. Ben oui. Enchanté. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Excusez-moi du retard. Déjà pour dire que je suis très heureux d'être ici, parce que j'ai grandi à Marseille.
et que j'y suis parti il y a bien longtemps, mais que la situation politique a bien changé en 20 ans et qu'elle peut continuer à changer énormément, y compris à Marseille. Donc ça, c'est une chose qui peut me réjouir. La deuxième petite chose, juste parce qu'il y a eu un programme qui a circulé qui marque que je suis porte-parole d'Attaque, et je veux juste préciser pour qu'il n'y ait pas de problème que je suis ex-porte-parole d'Attaque. Et puis dire quelques mots peut-être sur les enjeux climatiques et dire qui je suis. Donc j'ai été longtemps porte-parole officieux et officiel d'Attaque France, mobilisé sur les questions de climat, mobilisé aussi sur les questions de suivi des politiques économiques de ce gouvernement et des gouvernements à l'échelle internationale, et notamment récemment sur ce qu'ont été les plans de relance, les plans d'urgence, le plan France 2030 qui devait construire l'économie de demain. Je vais y revenir. La première chose, c'est qu'on se retrouve ici en pleine vague de chaleur. Et cette vague de chaleur, elle va nous frapper toutes et tous. Le réchauffement climatique se conjugue au présent, pas au futur. Et celles et ceux qui vont être les plus touchés sont les plus précaires, les plus pauvres d'entre nous. Celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'en prémunir, pas les moyens de partir pour éviter ces vagues de chaleur ou de se mettre à l'abri. Les enfants nés en 2020 vivront 7 fois plus de vagues de chaleur, et je pourrais énumérer les chiffres comme ça très longtemps, que celles et ceux qui sont nés en 1965. Et dites-vous bien que la vague de chaleur qui arrive est peut-être la plus fraîche, ou une des plus fraîches, de celles que nous allons vivre sur les 20, 30, 40 prochaines années. Le réchauffement climatique se conjugue au présent. C'est aujourd'hui et donc au présent qu'il faut des politiques climatiques qui soient à la hauteur des enjeux. Et nous apprenons ce matin, pour ceux qui ont lu les journaux, hier pour ceux qui ont lu les annonces du gouvernement, que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 6,4% en 2021, après avoir baissé très fortement en 2020, il est vrai, à cause de la pandémie. Mais nous n'avons pas le loisir, nous n'avons pas ce luxe de nous laisser une nouvelle année d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre comme ça a eu lieu en 2021. Le réchauffement climatique, que ces émissions, et je parle à l'échelle de la France, que le réchauffement climatique que génèrent ces émissions de gaz à effet de serre va donc frapper les plus pauvres, et il y a des responsables. Il y a des acteurs économiques et politiques qui, soit par leurs décisions, soit par leur inaction, soit par leur procrastination, le fait de toujours repousser à plus tard ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, sont les responsables du réchauffement climatique. Nous ne sommes pas toutes et tous égaux face aux conséquences du réchauffement climatique, mais nous ne sommes pas toutes et tous à l'origine et de la même responsabilité de ce réchauffement climatique. Total Energy vient de se féliciter il y a 2 jours, Total Energy, la grande multinationale française, d'être engagée dans le plus vaste projet d'exploitation de gaz naturel liquéfié au Qatar, juste avant que cette vague de chaleur nous frappe. Proposition que je vous fais, proposition que j'ai faite publiquement, c'est d'appeler la vague de chaleur qui arrive là, qui est là présentement, la vague de chaleur, la canicule Total Energy numéro 1. Et malheureusement, il y en aura bien d'autres. Donc ces multinationales qui réchauffent la planète, ces multinationales qui engrangent les aides publiques, qui continuent à supprimer des emplois, qui aggravent la situation dans le travail au quotidien pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un travail, font cela également parce que les gouvernements ne sont pas à la hauteur des enjeux. Juste un mot pour parler de ce qu'ont été les plans d'urgence, les plans de relance, le plan de relance français et le plan France 2030 qui doit organiser finalement l'économie française pour les 10 prochaines années. Il parle de planification écologique depuis cette campagne, je parle d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. En fait, ils l'ont déjà réalisé en mettant sur pied ces plans d'urgence, ces plans de relance et ce plan France 2030. Ils ont mis près de 400 milliards d'euros sur la table pour venir sauver sans conditionnalité écologique et sociale, sans conditionnalité fiscale, les entreprises. Et pour un certain nombre d'entre elles, c'était nécessaire, mais pour les grands groupes, ça ne l'était pas. Les grands groupes, ces multinationales, viennent d'annoncer 80 milliards de rémunération des actionnaires, tout en ayant toutes touché des aides publiques liées à la pandémie. On a là des choix qui ont été faits avec des plans de relance non conditionnés aux enjeux écologiques qui en fait financent le réchauffement climatique et organisent la catastrophe climatique à venir. Ça, il faut y mettre fin. Avant de penser à la bifurcation écologique et sociale, il faut que leur planification du cataclysme climatique et écologique soit remise en cause. Parce que sinon, on ira avec toujours plus d'impact sur la précarité, sur les plus précaires, sur les plus pauvres d'entre nous en matière de conséquences des politiques climatiques. Cette politique des petits pas, cette politique des grands renoncements, cette politique du financement du réchauffement climatique doit
et cesser. Et en ce sens, et je m'arrête là, je ne vais pas être plus long, chaque nouveau député qui s'engage à mener haut et fort une politique d'écologie populaire et une politique de lutte contre le réchauffement climatique qui améliorera la condition de celles et ceux qui en souffrent le plus aujourd'hui et qui n'en sont pas à l'origine, et donc avec des politiques de rénovation énergétique qui soient enfin à la hauteur des enjeux. La Cour des comptes a annoncé que globalement, sans doute, en 2021, il y avait eu 6000 rénovations globales d'appartements, de maisons, d'édifices en 2021. 6000. 6000. Il y a 40 millions de ménages en France. On n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Donc nous avons besoin de ces politiques-là. Nous avons besoin de politiques de transport pour toutes et tous qui desservent véritablement les quartiers populaires et pas simplement les quartiers centraux de nos métropoles. Et nous avons besoin que le gouvernement arrête de laisser entendre qu'il agit en faveur du réchauffement climatique. Face à cette vague de chaleur, il vient d'annoncer 500 millions d'euros pour planter des arbres globalement dans les métropoles et créer des îlots de fraîcheur. Vous pensez que ces îlots de fraîcheur vont être créés ici à Frévalon? Vous pensez qu'ils vont être créés dans les quartiers populaires de Marseille, de Paris, de Lyon et des autres métropoles françaises? Non, ils vont être créés dans les quartiers riches de ces métropoles-là, et ceci doit cesser. Que cela vienne d'une majorité qui bascule dimanche, ou que cela vienne parce qu'il y aura une opposition suffisamment forte à l'Assemblée nationale pour relayer les exigences des ONG, des mouvements sociaux, et empêcher que le gouvernement se paie de mots sur la lutte contre le réchauffement climatique et satisfaire enfin les exigences, les volontés des plus jeunes d'entre nous qui, eux, veulent se mobiliser massivement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, merci pour l'invitation. Je passe la parole à Pauline Tournier. Merci Bénédicte. Alors, Pauline Tournier, je suis la candidate suppléante donc, pour la NUPES sur la 5e circonscription, aux côtés de Émeric Davy. Donc 5e circonscription où on a fait 40% des voix dimanche. Voilà, on est assez fiers de ce résultat-là, mais on sait que la mobilisation doit continuer jusqu'à dimanche, ici comme ailleurs. Et nous, on avait particulièrement un message à adresser à la jeunesse. Parce qu'on sait qu'il y a eu, on en a beaucoup parlé de l'abstention des jeunes, voilà, on sait qu'ils se sont peu rendus aux urnes. En même temps, ils s'en sont pris aussi plein la figure pendant le quinquennat Macron. Voilà, c'est dur d'avoir 18 ans sous Macron. Et si ils se sont peu déplacés, pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Les jeunes, quand on discute avec eux, quand on prend le temps de discuter avec eux, ils ont plein de choses à nous dire et ils ont même été assez moteurs dans certaines luttes, celles notamment sur le climat. Ils sont aussi extrêmement nombreux et nombreuses dans les luttes féministes et dans les combats antiracistes. Voilà, donc ils sont présents. Après, le problème c'est que quand ils sont mobilisés, quelle a été la réaction du gouvernement quand ils sont descendus dans la rue? Ça a été gaz lacrymogène, ça a été garde à vue et ça a été humiliation. Voilà, on se souvient au début du quinquennat de 2018 de la répression énorme qu'il y a eu envers les lycéens et notamment cet épisode à Mantes-la-Jolie, où on a vu ces images de lycéens et lycéennes agenouillés en silence avec ces propos d'une classe qui se tient sage. Voilà, et on termine. Jusqu'à il y a quelques jours, ces images aussi de cette lycéenne qui a vu débarquer les gendarmes à son domicile parce qu'elle avait osé interpeller le président de la République sur les ministres de son gouvernement qui sont accusés de viol. Voilà, donc c'est ça en fait la réponse du gouvernement à la jeunesse. Et entre ces... Voilà, et sous ce quinquennat, les mesures qui ont été prises, c'était les APL, voilà, baisse des APL. Ces images aussi d'étudiants qui font la queue quelques temps plus tard pour faire la queue pour aller chercher des colis alimentaires. Cette pauvreté-là, un jeune sur 4 est sous le seuil de pauvreté. Ça a été aussi la réforme du PAC et le désastre de Parcoursup qui, alors c'était l'année dernière, en 2020, 60 000
bacheliers qui n'ont pas pu, qui ont été recalés pour aller poursuivre des études supérieures. Et l'année dernière, on est monté à 130 000. Voilà, donc il faudra supprimer, bien évidemment, le système de Parcoursup. Le projet de Macron, c'est ça, en fait. C'est plus de sélection plutôt que de mettre des moyens. Et nous, face à ça, notre projet, c'est donner des moyens, et notamment donner des moyens de l'autonomie. C'est pour ça qu'on parle de cette allocation d'autonomie pour les jeunes, de 1 063 €. Cette allocation, il faut le dire, elle n'est pas sortie du chapeau de la NUPES. Hein. C'est une allocation qui est portée par les organisations syndicales étudiantes depuis des décennies. Et cette allocation, c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça permettra aux jeunes d'être indépendants financièrement de leurs parents, déjà de soulager les familles en fait qui doivent se saigner de plus en plus pour payer des études à leurs jeunes, et d'éviter à ce qu'il y ait un nombre grandissant d'étudiants qui doivent cumuler des petits boulots pour pouvoir payer leurs études, voire faire de plus en plus des prêts bancaires pour payer leurs études. C'est aussi voilà, leur permettre de choisir leurs études, parce qu'on sait en fait que quand on est plus indépendant financièrement, eh ben, c'est plus facile aussi parfois de s'opposer au choix des parents, c'est possible aussi d'affirmer ses choix, c'est possible aussi d'aimer qui on veut, voilà, et d'éviter de se retrouver à la rue, parce qu'on doit rompre avec sa famille quand on essaye de s'en sortir, et qu'aujourd'hui, voilà, quand on n'a pas les moyens, eh ben, on se retrouve bien souvent à la rue. Donc c'est pour mettre un terme à tout ça. C'est aussi garantir la gratuité des études. Parce que s'il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui se mettent à cumuler des petits boulots, c'est parce que les études deviennent de plus en plus chères. Et il y avait ce projet-là au mois de janvier du gouvernement de hausser les frais d'inscription à l'université. Et on sait qu'avec l'autonomie des universités, ben, demain, si ça se concrétise, c'est chaque université qui va mettre les frais d'inscription à la hauteur qu'elle veut. Voilà, et on va se retrouver dans un système à l'américaine où en fait seuls ceux qui ont les moyens vont pouvoir se payer des études. Donc nous, ce qu'on demande, c'est la gratuité des études dès la licence. Et c'est aussi la fin des sélections à l'entrée de l'université en licence comme en master. C'est aussi mettre, je l'ai dit, la fin de Parcoursup et de ce système qui est désastreux et qui empêche un certain nombre de bacheliers de pouvoir accéder aux études supérieures. Et quand on parle des jeunes, alors on parle bien souvent des étudiants et de ceux qui sont en études, mais il faut penser aussi à ceux qui sont sans études, qui ne sont pas dans les études. Aujourd'hui, il y a 600 000 jeunes qui sont au chômage. Et la pauvreté a augmenté. Donc ce qu'il faut, c'est aussi créer des emplois pour les jeunes et arrêter cette exploitation des jeunes qui passent par les stages, les services civiques. Un service civique, aujourd'hui, le taux horaire, ça peut aller à 3,80 de l'heure, 3,80 € de l'heure. C'est même pas la moitié du SMIC horaire. Donc il faut arrêter ça, il faut payer convenablement les jeunes, il faut encadrer les stages, revaloriser les indemnités de stage et éviter que ce soit des emplois bien souvent déguisés et créer des emplois. Voilà. Après, il y a la question de l'emploi, il y a la question des études et une chose aussi dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie, qui s'est aggravée avec la pandémie, c'est la question de la santé des jeunes et notamment de la santé mentale. Il y a une tribune qui a été publiée hier, je crois, à l'initiative des associations syndicats étudiants et des présidents d'université, certains présidents d'université, sur l'aggravation de la détresse psychologique des jeunes. Ils étaient 21% avant la pandémie, ils sont aujourd'hui 43% à souffrir de détresse psychologique. Et sur ces 43%, il n'y en a que 4% qui ont pu accéder à des services, aux services de psychologues à l'université. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est augmenter, et bien évidemment, le nombre de psychologues dans les universités. Et je terminerai sur un point qui me tient à cœur, c'est que quand on parle de la jeunesse, on parle aussi bien évidemment de ceux qui ont moins de 18 ans, et qui sont les mineurs, et notamment ceux qui dorment encore de nos jours dans la rue. Et à Marseille, on en a plein, des enfants qui dorment encore dans nos rues. Et c'est pas normal. Et ce qu'il faut, c'est réaffirmer en fait que les droits de l'enfance, c'est les mêmes pour tous.
quelle que soit son origine, sa situation administrative, sa nationalité, voilà, et qu'il faudra demain, en fait, établir la présomption de minorité, en finir avec les tests osseux, parce que ce dont on parle, c'est des mineurs non accompagnés, et d'ailleurs, il y a une mobilisation vendredi pour exiger que plus aucun enfant ne dorme à la rue. Voilà, donc je conclurai juste pour dire que, pour adresser ce message-là à la jeunesse et leur dire qu'ils ont un pouvoir qui est énorme. Parce qu'ils représentent 14% de la population, et sur Marseille, certainement beaucoup plus, parce que c'est une ville jeune, Marseille, et qu'ils ont la possibilité de changer les choses avec nous dimanche, sachant que quand ils se déplacent, en plus, ils votent pour nous, pour l'immense majorité. Donc voilà, on compte sur vous pour mettre un bulletin de la NUP dans les urnes dimanche. Merci. Alexandre, je vais te demander de venir prendre la parole. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard, mais il y avait tellement de choses à dire. Et c'est très, et oui, c'est très intéressant. Bien sûr que c'est très intéressant. Voilà notre jeunesse qui est là et qui est représentant de la quelle circo déjà? De la deuxième circo. Elle est un peu loin de chez nous, mais elle est à côté aussi. Ah bah, certes, je suis loin de la circonscription où je suis candidat, mais quand il s'agit de soutenir Mohamed et Bénédicte, cela vaut bien un déplacement. Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir pris soin de l'écologiste que je suis et de m'avoir mis autour des arbres, sous la verdure. Ah, oui. J'apprécie cette note d'attention. Je vais vous parler justement de ce qui se passe dans les 7e et 8e arrondissements, la deuxième circonscription. C'est un endroit où nos idées, les idées de gauche, les idées écologistes, n'étaient pas forcément attendues pour ces élections. Et nous l'avons fait, nous sommes qualifiés au second tour avec un score inespéré pour la plupart d'entre nous, 25%. Nous talonnons la députée sortante de La République En Marche, Claire Pitola, qui s'est montrée amatrice de manicure, de tailleur, de taxi, de massage, disent certains. Je pense qu'on n'a pas besoin de détailler. Beaucoup de choses a été dit durant cette campagne. Et les électrices et les électeurs commencent à comprendre cela. Ça commence à bien infuser. Et cela explique le score relativement médiocre pour la République En Marche dans la circonscription qui était gagnée d'avance. C'est une très belle surprise pour les électrices et les électeurs de gauche qui, enfin, pour une élection nationale, auront un candidat qui porte leurs idées au second tour d'une élection et qui a éliminé l'extrême droite. Pour la première fois depuis 10 ans dans les quartiers sud, l'extrême droite n'est pas au second tour. Et cela me fait d'autant plus de bien que j'étais dans une circonscription où Éric Zemmour a fait 15%, où la totale de l'extrême droite a fait 32% dans cette circonscription. Nous les avons balayés. Bravo. Et ça, c'est un travail minutieux de terrain où nous sommes allés dans des endroits où nous nous attendait pas forcément. Nous n'avons pas eu peur d'aller dans des endroits où la droite est, paraît-il, régnée en maître. Et nous avons progressé. Nous avons progressé et nous allons faire mieux parce que nous allons gagner ce dimanche. Ouais. Alors, comment nous allons gagner ? On parlait de quartiers populaires. Oui, il y a également des quartiers populaires dans les 7e et 8e arrondissements. Nous avons l'image que c'est la circonscription des beaux quartiers. Certes, mais pas que. Nous avons des cités, nous avons des quartiers populaires du côté de la Madrague de Montredon, où j'ai grandi, du côté de Saint-Ginier, du côté du Rouet. Nous devons les surmobiliser, aller à leur rencontre, leur montrer l'importance de cette élection législative, la possibilité de faire gagner un député, de faire gagner pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale un député de gauche, un député écologiste dans ces quartiers de Marseille.
nous nous adressons à tout le monde. Quel que fut le vote au premier tour, la question c'est de barrer la route à Emmanuel Macron dans ce secteur et à sa représentante. Nous avons affaire à des électrices et des électeurs, enfin, en tout cas c'est ceux que j'ai rencontrés, je pense que c'est la même chose dans vos arrondissements, qui tiennent à une certaine éthique de la politique, à une certaine façon de faire. Nous avons observé les affaires de la députée sortante, nous avons observé les tripatouillages du ministère de l'Intérieur, et maintenant nous observons depuis hier le président de la République appelé à avoir une majorité à l'Assemblée nationale alors qu'il est en train d'utiliser les moyens de l'État sur le tarmac d'Orly. J'ai fait un signalement à la Commission nationale des comptes de campagne. Ceci est absolument inacceptable. J'ai invoqué l'article 52, alinéa 8 du Code électoral, l'article 34 de la Constitution. Le président de la République est censé être le garant. Il a agi contre notre Constitution. Le président de la République n'est pas censé prendre parti durant une élection, d'autant plus législative. Et ça, je veux le rappeler aux électrices et aux électeurs de notre circonscription, et pareil dans les autres. Nous tenons à une certaine éthique de la politique. Nous tenons à une certaine façon de faire de la politique. Nous ne sommes pas des jambons, contrairement à ce qu'on imagine. Nos électrices et les électeurs ne sont pas des jambons. Nous voyons ce qui se passe. Et nous voulons mettre la fin. Nous voulons mettre fin à ces manières. Et envoyer un signal fort à l'Élysée ce dimanche sur notre circonscription, en battant la représentante de la République En Marche. Nous allons aussi continuer de mobiliser les électrices et les électeurs sur leurs préoccupations de la vie quotidienne, sur le climat. Nous sommes la circonscription des Calanques. Nous sommes la circonscription d'un des plus beaux littoraux de France et même du monde selon certains. La question du changement climatique, nous la vivons dans nos chairs. Nous redoutons les feux cet été. Nous avons vu, pas dans ma circo, mais pas très loin d'ici, en plein centre-ville, des feux de broussailles du côté du Mucem. L'électrochoc que cela a été, vous n'imaginez pas à quel point, dans notre arrondissement, du côté des Calanques, où nous faisons face à une sécheresse et où chaque vent qui est censé nous rapporter un peu de fraîcheur dans cette canicule nous procure de la peur que notre environnement, ce qui est beau autour de nous, se mette à brûler et disparaisse. Et nous voulons sensibiliser, convaincre les électrices et les électeurs que l'urgence sociale qui existe dans notre quartier, nous mettons l'accent sur le blocage des prix de première nécessité, sur la baisse de la TVA des produits biologiques. Car oui, une nourriture saine doit être accessible à tous. C'est compatible et cette urgence sociale doit s'accompagner d'une lutte contre l'urgence climatique. Mettre les moyens nécessaires pour engager une transition écologique digne de ce nom. Et en finir et laver la condamnation de la France par les tribunaux pour une inaction climatique. Et ce sera ça l'action de notre gouvernement. Et d'une certaine manière, laver l'honneur de notre pays, parce que nous sommes un beau pays. Nous sommes un pays qui est écouté dans le monde, qui a une image. Et non seulement nous voulons redorer son blason, mais aussi remettre ses habitants au centre de nos décisions. Bravo! Mohamed, je te laisse
le micro. Non mais vas-y. Merci pour le cadeau, passer derrière le candidat le plus élégant de l'Hexagone. Voilà, moi je t'ai toujours avoué mon admiration. Il y a toi et Michael Jackson. Mais à un niveau, c'est juste ça. Mais vraiment, bon, donc c'est difficile pour moi d'enchaîner là-dessus, sachant que pratiquement tout a été dit. Donc du coup, je vais être un petit peu égoïste en parlant de cette troisième circo. Hein. Donc, vous savez, depuis dimanche soir, qu'on affronte le Rassemblement national. Et sur cette circo, Jérémy l'a très bien rappelé, il y a une histoire très très particulière et une sociodémographie, une topographie politique assez particulière qui fait que le Rassemblement national maintenant totalise quasiment 40% des voix au premier tour. C'est monumental, c'est colossal, c'est effrayant et c'est démocratiquement alarmant. Dans le cadre des discussions que j'ai avec les copains dans la rue, etc., on me dit ouais, mais c'est Ibrahim Ali, on s'en rappelle plus, Rachid Bouara, on s'en rappelle plus, le RN qui tue, c'est plus d'actualité, etc., etc. Pour autant, on est tributaire, on est dépositaire de ce combat de 30, 40 ans. Je vois avec émotion devant moi Hanifa, et je sais les combats qu'on a partagés, Karima et d'autres, face au Rassemblement national, face au racisme, appelons un chat un chat. Ces quartiers-là en gardent le stigmate permanent de cette violence spectaculaire hein, qui parfois tue, s'exprime par l'assassinat de jeunes gens en raison de leur origine ethnique, religieuse, de leur appartenance politique, etc., etc. Mais qui a un autre effet qui est celui de la discrimination de masse. La discrimination de masse, celle qui fait que la vie de millions de nos concitoyens est entravée au quotidien. Et qu'est-ce que c'est que le Rassemblement national? Qu'est-ce qu'il prône en réalité? Quelle est la seule mesure phare du programme du Rassemblement national? Le Rassemblement national, il dit une chose. Il dit une chose qui, moi, me fait tout le temps sursauter, me choque profondément, me met en colère. Et je ne dois pas être en colère, on m'a dit de sourire, donc je souris. Mais la réalité, c'est qu'il prône la préférence nationale. Mais qu'est-ce que c'est la préférence nationale quand on s'y attache 2 minutes en comprenant ou en déconstruisant l'idée derrière? Pardon de faire des raccourcis, parce qu'on n'a pas le temps, ça fait... Merci pour votre patience d'ailleurs. Hein. On n'a pas le temps de développer, mais de la préférence nationale à un État qui assume le tri entre les gens, l'inégal accès au logement, l'inégal accès à la santé, l'inégal accès à la culture, l'inégal accès à l'emploi. Il n'y a que pas. La réalité, elle est là. Et j'en viens au deuxième point que je veux aborder, parce qu'en réalité, j'ai envie de faire passer des messages, et c'est à ça que servent les conférences de presse. Moi, j'ai envie de m'adresser aux abstentionnistes, et notamment aux abstentionnistes de nos quartiers populaires. Sébastien, tu sais ce que c'est qu'un frigo vide comme moi. Tu sais ce que c'est que d'être recalé à la porte d'une boîte de nuit. Tu sais ce que c'est que de te dire pas de souci, tu as déposé ton CV, on vous rappellera monsieur, avec un très grand sourire, et puis tu attends 1 mois, 2 mois, 10 mois, et tu continues à pointer à Pôle emploi. Tu sais ce que c'est que de déposer une demande auprès des bailleurs sociaux et d'attendre parfois des dizaines d'années. Tout ça, je le sais, dans ma chair, dans mon histoire familiale, dans mon histoire de militant, dans mon histoire de citoyen tout simplement, dans mon histoire, y compris, alors moins professionnellement, j'avoue avoir été épargné professionnellement, mais sur tous les restes des pans de ma vie, je sais ce que c'est que d'être discriminé. Je sais ce que c'est que de se résigner au fait qu'entre guillemets, on n'appartient pas forcément à cette République. Et la réalité c'est que il faut être pragmatique. Si on a un système qui est celui de la 5e République et qui nous étouffe en réalité, et c'est pour ça que Daniel est là, Manu se sont battus avec courage pendant 6 ans pour imposer l'idée avec Jean-Luc Mélenchon de cette 6e République, et moi aussi je les rejoins entièrement parce qu'il faut refaire tout de la cave au plafond, de la cave au grenier dans notre République. Si cette République qui promet l'égalité, si cette République qui promet le fameux ascenseur social, elle allait dans cet état, ça conduit à cette résignation. Moi, je parle parfois de résilience, mais en réalité, la résilience, on l'obtiendra si, effectivement, nos quartiers se mobilisent et nous donnent les mêmes signaux qu'ils ont donnés, par exemple, au premier tour de l'élection présidentielle. Parce que la réalité, pardon d'être un petit peu cynique, mais en réalité juste pragmatique, nos quartiers ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne votent pas, tout simplement. Et terriblement, la phrase qui suit est peut-être choquante, mais nos élus ne s'occupent pas de gens qui ne votent pas. Le système est ainsi fait que nos quartiers populaires ont la clé de cette élection. De la même manière que les jeunes ont la clé de cette élection, à partir du moment où ils comprennent le poids qu'ils ont sur
leur destin et sur ce qui fait notre avenir en commun. Donc moi, je lance un appel aux quartiers populaires, je lance un appel aux jeunes pour se mobiliser. Le projet que nous portons avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est un projet qui va à l'encontre et qui est en rupture de toutes les politiques qui nous mènent à l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'enchaînerai en disant qu'il faut que, effectivement, je m'adresse au noyau villageois et au quartier résidentiel de cette circonscription. Et tout comme Jean-Luc Mélenchon, moi non plus je ne mange pas les enfants. Promis juré. Promis juré. Au contraire, mes enfants font leurs études dans cette circonscription. Et je veux qu'ils aient des lycées, qu'ils aient des écoles, entre guillemets, qui aillent dans le, qui aillent dans le sens de leur donner toutes les chances pour avoir un parcours professionnel, un parcours de vie qui soit le même que celui de tout, auquel ont droit tous les enfants de la République. Donc non, n'écoutez pas les discours caricaturaux. Ce qui fait, entre guillemets, le point commun, ça a été rappelé par Gérard Blanc. D'ailleurs, je le salue. Tout comme je salue la maire de secteur, Madame Bareil, Monsieur Denis Rossi, Madame Preciosi, tout comme je salue aussi Monsieur Christophe Mas, qui effectivement se sont rappelés d'une chose essentielle qui fait que, entre guillemets, on peut être dans la conflictualité en politique et c'est tout à fait normal. On peut se taper dessus parce qu'on n'a pas les mêmes projets de société. Et c'est ça le débat démocratique. Mais pour autant, il y a quelque chose qui nous fait nous mettre autour de la table et faire société ensemble. Quelque chose qui nous est commun. Et c'est la démocratie, c'est la République, c'est le triptyque, c'est liberté, égalité, fraternité. Et si on ne s'érige pas, si on ne se rappelle pas ce triptyque-là, hein, qu'on invoque à chaque élection et surtout à chaque fois que la gauche est battue. D'ailleurs, j'ai une pensée pour Sarah Swahili, qui avait été battue en 2017. On peut l'applaudir, oui. Et qui n'a pas hésité une demi-heure avant de publier un communiqué pour soutenir Madame Louis. Pour soutenir Madame Louis à la dernière élection. Et c'est là où je veux en terminer parce que c'est peut-être l'essentiel de mon message. Parce que c'est les femmes et les hommes qui font l'histoire. Je ne crois pas à l'inverse. Madame Louis a été la députée de cette circonscription. Moi, je l'ai combattue en tant qu'adversaire politique. C'est juste logique. On partage une chose en commun, et je crois à sa sincérité sur ces dossiers-là. Je l'ai vu, ce qu'elle a voulu faire, essayer de faire au Parc Oro et au Rosier. Et je lui lance cet appel solennel. Si vraiment, comme je le crois, votre engagement était sincère auprès de ces deux quartiers, vous ne pouvez pas les laisser entre les mains du Rassemblement national. Merci. Ah, oui. Alors, des questions? Je sais pas, il faut passer le micro à la presse. Est-ce que la presse a des questions? Oui, on la pose comme ça. Oui, bonjour pour la Marseillaise sur Rando Cordier. Vous parlez beaucoup de normes, ça. On entend, non? Sur l'abstention, aller chercher les abstentionnistes, comment procéder là sur ces 2-3 jours, sachant que c'était déjà un discours qui était tenu au premier tour. On avait identifié les quartiers populaires qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu des mobilisations. Comment faire en sorte que cette démobilisation ne se poursuive pas sur ces 2 derniers jours, alors que c'est quelque chose que vous pensiez déjà pendant la campagne, avant le premier tour? Bonjour à tout le monde. Bon, je pense que vous avez raison, c'est la question centrale. Moi, je dis juste une chose. Il y a des candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale ou soutenus par la nouvelle Union populaire écologique et sociale au 2e tour dans plus de 400 circonscriptions. Si on gagne 70% des endroits où on est qualifié au second tour de l'élection législative, on gagne une majorité de députés à l'Assemblée nationale et le programme qu'on a détaillé ici, c'est le programme qui s'applique dans ce pays, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, demain, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça commence. Le SMIC, le blocage des prix, la planification écologique, la 6e République, ça commence la semaine prochaine. Donc,
Il n'y a pas besoin de faire des grands discours autres. Si vous voulez ça, si vous pensez que ça c'est mieux que la politique d'Emmanuel Macron, dimanche, vous savez ce qu'il reste à faire, vous vous déplacez, vous venez dans le bureau de vote, vous prenez le bulletin avec le V, vous le mettez dans l'enveloppe et vous le mettez dans l'urne. Sinon, parce qu'il n'y a pas 10 solutions. Marine Le Pen, elle n'a pas la possibilité d'avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Les Républicains, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une majorité. Donc il n'y a que 2 choix là, dans cet entre-deux tours. Soit c'est une majorité pour Emmanuel Macron, soit c'est une autre majorité, celle de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Donc tous ceux qui étaient déçus de l'élection présidentielle, du fait qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au second tour, qui ne savaient pas, qui se sont dit là au premier tour, bah de toute façon vous n'y arriverez jamais. Et on peut dire quand même que tout a été fait pour qu'ils n'aient pas envie d'y aller, voter. Oui, c'est impossible, etc., etc. Puis là, ça recommence. Alors on nous dit, oui, mais les projections au siège. Ah oui, les projections au siège, elles disent que vous ne pouvez pas gagner. Ben, très bien, mais il faut avoir un petit peu de mémoire. En 2017, les projections au siège, elles disaient que La République En Marche allait gagner entre 430 et 480 députés. Au soir du premier tour de l'élection législative, ils en ont gagné 350. Donc ce n'est pas les projections au siège qui décident du résultat de l'élection du second tour, c'est les électrices et les électeurs s'ils se déplacent, s'ils se mobilisent. Après on nous dit vous n'avez pas de réserve de voix. Mais on en a une très grande réserve de voix. Il y a 70% des moins de 35 ans qui ne sont pas allés voter. Et c'est même moins de 35 ans quand ils sont allés voter, ils ont voté à 50% pour les candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Donc la réserve de voix la plus grande, c'est la nôtre, c'est celle-là. Donc voilà ce qu'on leur dit aux gens. On ne va pas faire des grands discours compliqués. Si vous voulez que ça change, si vous voulez que ça bouge, si vous ne voulez pas vous taper 5 ans encore de la politique d'Emmanuel Macron, si vous ne voulez pas la retraite à 65 ans, si vous n'avez pas les prix qui s'envolent, si vous ne voulez pas encore l'inaction climatique et environnementale, 5 ans de perdu encore, il faut aller voter dimanche pour les candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Voilà comment on espère les convaincre. Peut-être pour prolonger cette question, concrètement, ça passe comment, notamment dans la troisième circonscription Mohamed Ben Saada, vous pouvez peut-être nous expliquer concrètement, on s'en tient à ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que en 5 jours, voire même 4 jours de campagne, on ne va pas inventer la méthode Harry Potter pour, entre guillemets, faire que l'abstention passe de pratiquement presque 60% chez nous à 30%. Pour autant, il y a l'effet de souffle dont parlait très justement Manu, et effectivement on compte sur ça. On sent un frémissement, une mobilisation sur le deuxième tour, oui, le débat, la conviction, la persuasion des gens. On fait un travail spécifique en termes de communication en direction des jeunes. On ne sait pas ce que ça donnera, mais en tout cas on essaie d'appuyer sur tous les leviers, tous les boutons. On ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas faire campagne. On ne peut pas nous reprocher de ne pas vouloir débat, parce qu'on nous a proposé un débat face à Madame Lelouis qu'il a refusé. Donc on se bat avec les moyens que la démocratie nous met entre les mains. Après, on sait que c'est le peuple qui est souverain et on met toutes les cartes sur la table pour que le choix soit le plus clair possible au moment de passer dans l'isoloir. Le reste advienne que pourra, mais oui, on est plutôt confiant parce qu'il y aura cet effet dont parlait Manu. Effectivement, on est en capacité de prendre le pouvoir dans ce pays et c'est une très bonne nouvelle, c'est un espoir. Je le dis souvent sous la boutade, mais c'est vrai, on a un tract qui est magique, on a un recto verso, on a son recto Jean-Luc Mélenchon et derrière l'union de la gauche. Et ça marche à tous les coups. Je vous dis clairement, on a l'impression des fois quand on tape dans des portes de se retrouver dans un TikTok. Moi je suis pas très fan de ce truc-là, mais Jean-Luc Mélenchon, l'union de la gauche, ça donne la balance, ça donne l'espoir. Vraiment les gens sont fatigués de 5 ans de macronisme et puis ils sont inquiets par la menace du RN. Ceux qui nous ont suivis hier sur la grosse opération qu'on a fait dans les métros constatent que l'idée que le Rassemblement national puisse se saisir de cette circonscription est un élément supplémentaire. Donc voilà, on appuie sur tous les leviers dont on dispose et Inch'Allah, comme on dit. Vous évoquez beaucoup le risque du Rassemblement national dans la troisième circonscription. Est-ce qu'il est moindre dans la 7e où Sébastien Delogu se présente? On n'en parle pas beaucoup. Tu veux répondre, M. Delogu?
C'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais parce qu'il y a des politiques qui ont pris la responsabilité justement de faire appel au front républicain. Oui, pardonnez-moi. Donc du coup, dans la circo de Mohamed Ben Saada, l'ancienne députée Alexandra Louis n'a pas encore appelé à voter pour Mohamed Ben Saada, et donc du coup conforte l'idée qu'il y a une possibilité de laisser le choix, entre guillemets, même si les électeurs ne leur appartiennent pas, que c'est pareil. L'extrême droite ou l'extrême gauche, comme ils nous appellent, c'est pareil. Donc nous, on martèle sans arrêt à ces gens-là, qui ont voté peut-être pour un autre parti politique avec d'autres consciences politiques, qu'on n'est pas des extrêmes. Augmenter le SMIC à 1500 €, mettre la retraite à 60 ans, faire le blocage des prix, ce n'est pas être des extrêmes. C'est être des gens humains. Moi, il y a pas mal de militants qui sont venus me voir pour me dire de nous filer un coup de main. Je leur ai tout simplement dit qu'il fallait rester ici. Pourquoi? Parce que chez moi, il y a pas mal de forces qui déjà ont appelé à voter pour moi et ont déjà fait le travail. Je sais que cette circonscription, elle est à prendre, mais il y a le même danger qui est dans mon secteur. On est allé à la Solidarité il n'y a pas longtemps. Il y a une dame, elle avait 50 ans. Elle avait une enfant de 4 ans avec elle et elle était en phase terminale, donc elle allait mourir d'ici quelques jours. On tape, on ne savait pas qu'on allait avoir ce profil-là. Elle nous a carrément dit, prenez ma fille s'il vous plaît, je ne sais pas, je vais mourir dans quelques jours là. Elle ne savait pas quoi faire. Il y a une urgence sociale. Il y a une urgence que personne n'arrive à répondre. Et donc je peux comprendre, moi, que les gens des quartiers avec lesquels je vis et avec lesquels je passe du temps, n'ont plus envie d'aller voter pour les politiques et se disent complètement désabusés. Hier soir, j'ai ma propre cousine qui porte le même nom que moi, Emmanuel Delogu, qui a fait une tentative de suicide et qui s'est retrouvée à l'hôpital Nord et qui est en réanimation à l'heure où je vous parle et qui est dans un coma. Donc l'urgence, elle est là pour tout le monde, pour les miens, pour les gens de tous les quartiers. On est très impacté par ça et on est simplement des êtres humains qui pensons pour les autres. Et donc on a envie d'aller dans ce sens-là. Et le risque du Front National, bien sûr qu'il est élevé dans notre circonscription, mais toutes les forces se mobilisent pour appeler leur réseau et faire le nécessaire. Mais il est plus difficile ici, parce que pas tout le monde s'est encore monopolisé pour Mohamed Ben Saada. Et de toute façon, on enchaînera les vidéos et les prises de position pour que Mohamed Ben Saada soit à l'Assemblée nationale. Et même si je ne suis pas et qu'il y est, ce sera quand même ma plus grosse fierté. Le plus possible. Et deuxième question, juste sur le... Et les 8 candidats qualifiés au second tour, soit une. Je pense qu'on en a un peu plus que ça maintenant. On a 10. 10, donc 10 élus. Ce qui est possible en plus, hein, c'est pas juste une formule, il y a une véritable possibilité que nos 10 candidats, que les 10 candidats de la nouvelle Union populaire, la NUPES, que les 10 candidats de la NUPES soient élus à l'issue du second tour. Que ça soit face à la République en marche ou face au Rassemblement national. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Manu, parce que je pense que ce qui est important à faire passer comme message à l'ensemble des électeurs, c'est que oui, on peut avoir la majorité. Et depuis hier, j'entends les citoyens qu'on rencontre, hier on a fait un apéro populaire, et bien en fait, Macron, je pense qu'il n'imagine pas deux choses. D'abord, notre rassemblement crée de la dynamique. Et les citoyens et citoyennes de ce pays ont envie de notre programme, des 650 propositions qu'on a sur notre programme. Donc on a une adhésion, et très rapidement les gens se sont appropriés le logo NUPES. Moi j'étais très étonné, des gens qui me disaient non mais je vote pas ici, mais je vote pour la NUPES ailleurs. Donc il y a cette dynamique, elle est en marche en fait, de jeu de mots. De toute façon ils n'ont plus le droit d'utiliser En Marche, maintenant ils s'appellent Ensemble.
Bon, je ne ferai pas de remarques sur ça. Donc du coup, voilà, cette dynamique, elle est en marche. Et ils sous-estiment autre chose. Et c'est pour ça qu'on peut avoir les 10 députés, les 10 candidats au second tour qui peuvent être députés. Ils sous-estiment le vote anti-Macron. Ils sous-estiment le vote anti-Macron. Dans plein d'endroits, les citoyens, même ceux qui ne sont pas de gauche, veulent faire barrage à Macron. Même des citoyens LR, on en a vu. C'est Alexandre qui m'en parlait. Et donc ils sous-estiment qu'il y a un rejet massif de sa politique. Et ce rejet massif de sa politique, il risque de se traduire dimanche prochain par une majorité. Et le 19 juin, on aura peut-être une majorité pour faire le blocage des prix, comme le disait Manu. On aura peut-être une majorité pour faire la planification écologique. Et c'est ça qu'on doit marteler, marteler, marteler. Oui, c'est possible. Si vous allez voter, et si tous les gens qui se sont abstenus vont voter le 19 juin. Deux petites questions. Si dimanche prochain vous êtes élu, ça je m'adresse à Emmanuel Bompard, mais aussi à Mohamed Ben Saada ou à Sébastien Delogu. Si vous êtes élu avec une abstention qui... Moins optimiste à mon égard. Non, vous allez comprendre. Avec une abstention qui frôle les 60, comme on a vu au premier tour, est-ce que vous vous sentirez légitime malgré tout? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, on a eu il y a quelques semaines le représentant du gouvernement venir ici dans cette circo et dire que si la majorité présidentielle n'a pas la majorité sur cette mandature, le plan Marseille-en-Grand avait des chances de s'arrêter. Et j'aimerais avoir votre regard sur ce plan Marseille-en-Grand. Alors, je suis dur. Ouais, je réponds sur la première, si tu veux, tu réponds sur la seconde. Moi, est-ce que Manu Daniel veut répondre sur... Elle est déjà élue. Gilles, on l'a déjà dit, hein, pour nous, l'abstention, c'est une défaite de la démocratie. Point. Une fois qu'on a dit ça, le débat est quasiment clos. Évidemment que pour nous, ça reste un échec. Même si on est élu et qu'il y a 60% d'abstention, oui, ce sera une des préoccupations fondamentales du mandat qu'on exercera. Comment est-ce qu'on réinitie ce réenchantement à la politique? La réalité est là. Sauf que on est peut-être les moins à montrer du doigt, en tout cas à gauche, les écologistes, les communistes, les socialistes et les insoumis sur ces questions-là. Nous, par exemple, à la FI, on a organisé des caravanes sur les listes d'inscription, mais depuis des mois et des mois. Manu, Daniel peuvent vous en parler, sur toute la France. Je ne dis pas qu'on a réussi à faire inscrire des millions de personnes, mais en tout cas, on le fait, cet effort. Cet effort qui n'est pas forcément fait par la majorité actuelle. Parce que la réalité, c'est que si on va encore au raccourci, la démocratie représentative qui glisse doucement vers une espèce de démocratie censitaire, ça arrange certains. Nous, ça ne nous arrange pas. Évidemment que si on est élu avec 90% de participation, les scores seront encore plus élevés pour nous. Parce que nous, on est sûr que si le peuple s'exprime, le peuple est souverain et on acceptera sa décision. Et de deux, on sait qu'il est d'accord avec nous parce que nous, on a écouté le peuple pendant des années et des années. Le programme de l'avenir en commun, qui ensuite est devenu le programme partagé de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est un programme qui a été co-élaboré avec des milliers et des milliers d'intervenants. C'est pas juste Daniel, Manu et Jean-Luc qui se sont mis dans un coin. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient de la base et qui correspond aux attentes, aux aspirations légitimes de changement de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Non, je vais laisser répondre peut-être Hendrik sur le deuxième truc. Je veux juste, sur la première question, vous dire, bien sûr, l'objectif c'est d'être élu avec la participation la plus importante possible. Et si c'est pas le cas, on aura une responsabilité qui est de faire en sorte que la fois suivante, ce soit différent. Mais pour autant, moi je me sentirais pas moins légitime à être député qu'un président de la République élu au deuxième tour, par défaut, de l'élection présidentielle. Voilà, pour que les choses soient claires. Bien sûr que ça sera une difficulté et un sujet sur lequel on aura envie de travailler. Mais si on parle de légitimité des politiques qui sont mises en place, j'observe que celle du président de la République élu, à mon avis, c'est une question aussi. Voilà. C'est juste cet élément que je voulais ajouter. Et puis Hendrik peut-être sur... C'est pour ça qu'on milite depuis 5 ans sur la 6ème République quand même. Hein. Donc oui, on sera légitime pour continuer d'ailleurs ce débat sur la 6ème République. Alors sur Marseille en grand.
Écoutez, notre programme, et le programme de la NUPES, est celui qui est le plus ambitieux historiquement depuis des années sur les services publics. Ambitieux pour tous les services publics. Les services publics de la police, les services publics de l'hôpital, les services publics de la recherche, je suis bien placé pour le savoir, mais aussi les services publics de l'enseignement. Dans le programme de l'Union populaire, on prévoyait de recruter 160 000 enseignants et enseignantes pour passer à 19 élèves par classe, parce que c'est la moyenne de l'OCDE. Donc on a cette ambition, elle est très grande. Donc imaginez bien que donner de l'argent à Marseille pour résoudre les problèmes des écoles et pour résoudre le problème du logement, et bien évidemment que l'argent il sera là, il y en aura même plus. Et on s'engage, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, je voudrais clarifier une chose. C'est que le problème de Emmanuel Macron quand il s'engage avec Marseille en grand, et puis je rappelle quand même qu'une grande partie pour la rénovation des écoles, c'est quand même la mairie qui paye. 800 millions d'euros, c'est la mairie. Et on arrête de faire croire que c'est Benoît Payan et la mairie qui s'est engagée sur ces questions-là. L'État, et c'était pas forcément obligatoire, l'État rallonge. Mais c'est avant tout la mairie. Donc on arrête de nous faire croire qu'on a fait l'aumône et qu'ils sont venus nous donner de l'argent. Bon, et l'État, c'est normal qu'il s'intéresse à la deuxième ville de France. Donc, mais par contre, nous, on ne fera pas un chantage à la casse du service public. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est on vous donne 1 milliard, 1,2 milliard, etc. Et en contrepartie, on casse le statut de fonctionnaire. Parce qu'à partir du moment où on aura des chefs d'établissement qui pourront embaucher des précaires sur des profils de poste pour des projets pédagogiques dont certains sont relativement fumeux, eh ben, en fait, on casse le statut de fonctionnaire. On n'a plus des enseignants qui sont recrutés en tant que fonctionnaires avec des qualifications de fonctionnaires. On embauche des gens comme ça pour un projet, et puis le projet d'après, on les virera, on en mettra d'autres, un peu comme on gère d'ailleurs le temps scolaire. Pour ceux qui sont parents d'élèves, voient bien comment c'est géré à partir du moment où c'est plus un service public dédié et vraiment bien doté. Donc non, on prend l'engagement que le service public de l'enseignement sera mieux doté avec nous, et bien mieux doté, y compris à Marseille et pour toutes les écoles, et notamment les écoles des quartiers populaires. J'avais une dernière question peut-être pour ouvrir un peu. On se souvient que localement et régionalement, la France Insoumise n'avait pas participé au printemps marseillais, n'était pas présent au régional. Est-ce que le rapport de force qui sort de cette séquence législative et présidentielle peut redessiner le rapport de force à gauche à Marseille régionalement et puis l'ouvrir au niveau national? Franchement, il faut prendre les choses étape par étape. Nous, notre horizon temporel, là, vous voyez, il s'arrête au 19 juin. Voilà. Donc notre objectif, c'est de gagner 5 députés. Ensuite, la question de savoir qu'est-ce qui se passera par la suite, on en discutera par la suite. On n'a pas envie de rentrer là-dedans. Là, vous voyez que l'ensemble des composantes, certaines étaient membres du printemps marseillais, d'autres ne l'étaient pas. Certaines se sont engagées au premier tour de l'élection municipale, d'autres au deuxième. Tout le monde est là, autour de la table. Et on travaille ensemble avec cet objectif de gagner ces 5 députés. On aura peut-être des désaccords, bien évidemment. On n'est pas tous d'accord, sinon on serait tous dans la même organisation politique. Mais aujourd'hui, ce qui nous regroupe, c'est le programme, les 650 mesures qu'on défend ensemble dans cette élection. On a mené campagne ensemble. Je veux avoir un mot d'ailleurs pour Thibaut, Rosic et Magali Olagne, parce qu'ils ont fait aussi une très bonne campagne. Nathalie qui est là, qui était suppléante de Thibaut, parce qu'ils ont fait une très bonne campagne, notamment sur cette circonscription. Ils échouent à se qualifier au deuxième tour pour un nombre de voix très faible. Et voilà, on aurait pu aussi avoir une 6e candidature qualifiée au second tour. Donc voilà, on n'a pas envie aujourd'hui, si vous voulez, de rentrer dans ces débats-là. Ce qui nous rassemble, ce qui nous regroupe aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'avoir 5 députés de la NUP à Marseille, et pour le reste de continuer à travailler pour améliorer tout simplement la vie des citoyennes et des citoyens au niveau national, mais dans cette ville bien évidemment. Voilà, c'est ça qu'on a en tête pour l'instant. Le reste, il y a du temps. Merci tout le monde. Merci.